Alors bonjour et bienvenue à la deuxième webconférence qui porte aujourd'hui sur la reconnaissance et le développement des professionnels qui sont formés à l'étranger. Je m'appelle Alice Tran et c'est moi votre animatrice pour cette heure-ci. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à nos trois panélistes d'aujourd'hui. Nous avons Madame Ginette Gagnon, Madame Sylvie Leroux et Monsieur Guy Fortier. Alors, je vous explique le déroulement de la webconférence. Elle va durer 1 heure, donc nous allons terminer vers 13 heures. Et aujourd'hui, pour aborder le thème de la reconnaissance et le développement des compétences des professionnels qui sont formés à l'étranger, nous allons aborder cette question sur 3 volets. Donc, la première, c'est sur les lois sur les compétences. La deuxième, c'est le programme d'apprentissage en milieu de travail, le PAMT, et également le programme pour la reconnaissance des acquis et des compétences, la RAC. Et également, pour chacun des volets, donc, les panélistes vont répondre à mes questions. À la fin de chaque volet, il va y avoir aussi un témoignage vidéo et également une période de questions et d'échanges avec les panélistes. Et donc, à ce moment, je vous demanderai de prendre en note vos questions et vos commentaires. Également, pour ceux qui ont choisi le clavardage, vous avez 3 animateurs avec vous pour animer la plateforme. Nous avons Monsieur Patrice Guy Martin, qui est le PDG du réseau Action TI. Nous avons aussi Madame Martine Lafrance, qui est gestionnaire de projet de techno-compétences. Et finalement, Madame Ariane Justafort, commissaire adjointe du projet Emploi Nexus. Et donc voilà, je vous souhaite une très beau webconférence. Nous allons commencer avec le premier volet, qui est la loi sur les compétences avec Madame Ginette Gagnon. Et donc, conseillère à la loi sur les compétences, direction du soutien au développement de la main-d'œuvre à la Commission des partenaires du marché du travail. Pour que toutes les entreprises québécoises intègrent dans leur valeur d'entreprise, dans leur pratique d'affaires, la formation en entreprise. Alors, il faut le voir comme un levier, comme un incitatif pour augmenter l'investissement en formation au Québec. Et donc, là, vous venez de parler justement de la loi, les objectifs de cette loi-là également. Est-ce que vous pouvez nous parler des règlements qui découlent de cette loi? Alors, il y a 5 principaux règlements qui viennent préciser les modalités d'application de la loi, dont le règlement sur les dépenses de formation. Alors, comme son nom l'indique, le règlement sur les dépenses de formation, il précise les dépenses les sommes qu'on peut comptabiliser à titre de formation. Ça vient spécifier des règles de calcul pour des dépenses et ça vient aussi déterminer quelles sont les pièces justificatives qu'on doit conserver pour prouver nos investissements en formation. OK. Et donc, admettons que je suis une entreprise, je veux offrir justement de la formation pour mes employés. Quels sont les différents moyens de formation qui sont vraiment reconnus? Alors, pour l'application de la loi, il y a plusieurs moyens qui peuvent être utilisés pour réaliser des activités de formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une activité de formation doit se rattacher à un moyen reconnu. Alors, et les critères d'application, ils diffèrent d'un moyen à l'autre. Alors, on va parler plutôt des principaux moyens qui sont utilisés. Alors, je ne les ai pas mis par ordre d'importance, là, mais par ordre de quels sont les plus populaires. Mais il y a l'établissement d'enseignement reconnu. En fait, ça correspond à la ressource qu'on va chercher pour offrir la formation. Alors, l'établissement d'enseignement reconnu, ça peut être une formation qui est organisée par un ordre professionnel reconnu au Québec. Alors, ça peut être une formation qui est offerte par un formateur, un organisme formateur ou un service interne de formation qui est agréé, c'est-à-dire qui est titulaire d'un agrément qu'on donne chez nous. Et puis, il y a en fait la formation qui est donnée dans le cadre d'un plan de formation en entreprise. Alors, c'est les principaux moyens qui sont utilisés actuellement par les employeurs québécois pour offrir de la formation, les ressources qu'ils utilisent pour offrir les activités de formation à leurs employés. Et dans ce cas-là, quels sont les différents types aussi d'activités qui sont admissibles pour recevoir de la formation? D'accord. Tout d'abord, je voudrais mentionner qu'il n'y a pas de critères précis quant à la durée ou à la nature de l'activité de formation qu'on va offrir à nos employés. Alors, à ce moment-là, ça peut prendre différentes formes. Alors, bien sûr, il y a les activités d'entraînement à la tâche qui s'offrent en entreprise. Alors, ça peut être, comme aujourd'hui, une activité d'apprentissage virtuel, tout ce qu'il y a maintenant, l'apprentissage en ligne. Ça peut être l'apprentissage sous forme de colloques, congrès, séminaires. Et puis, bien, il y a aussi toutes les activités de préparation, les activités d'évaluation des formations, mais ça aussi, c'est compris comme une activité de formation.
Oui, et puis ensuite, vous avez aussi dit virtuellement, c'est tellement très accessible aussi, c'est facile à faire. Donc, j'imagine que c'est très bien aussi pour l'entreprise d'offrir une formation comme ça. Effectivement. Ça permet de valoriser les travailleurs, Mhm. puis ça permet aussi d'augmenter la productivité quand on offre la formation à nos employés. Eh bien, pour ça, pour remplir nos obligations, parce qu'il reste que c'est quand même une loi, là, comme je disais au départ, donc l'employeur qui a une masse salariale de 1 million et plus doit offrir de la formation à la hauteur de 1 % de la masse salariale. Alors, à ce moment, c'est quoi les dépenses qui peuvent comptabiliser? Alors, il y a deux types de dépenses. Alors, la dépense de salaire. Alors, évidemment, on va penser à l'employé qui reçoit la formation, l'employé qui donne la formation ou même qui supervise l'employé en formation. Par exemple, il va superviser un stagiaire. Et évidemment, probablement, le deuxième type de dépense, c'est les frais. Alors, on peut penser les frais directs. Bien, les frais directs, c'est les frais qui sont associés au coût de formation proprement dit. Alors, et il y a aussi les frais indirects. Alors, ça va être, par exemple, les frais de séjour pour aller à une activité, participer à une activité. Alors, les frais d'hébergement, les frais de repas, puis ça va même Les jusqu'aux frais de perdièmes, garde. oui. C'est ça, exactement. Et puis, il y a aussi les frais de déplacement. Alors, si l'employé a à se déplacer pour participer à une activité, alors c'est tous des frais que l'employeur peut comptabiliser pour remplir ses obligations par rapport à la loi sur les compétences. OK. Donc, Madame Gagnon, en fait, vous venez de parler justement de la loi sur les compétences, la formation qu'on offre, les objectifs et les avantages aussi à offrir cette formation. Vous avez parlé des différentes sortes aussi d'activités comme les colloques, comme les séminaires ou sinon virtuellement comme la formation que vous recevez aujourd'hui. Les dépenses aussi que vous pouvez comptabiliser, donc les frais directs, indirects que vous avez dit. Et là, maintenant, plus spécifiquement, pour les immigrants. Quelle est la portée de cette loi-là? D'accord. Alors, je reviens à un des objectifs de la loi, qui est de favoriser l'insertion en emploi. Alors, évidemment, ça comprend la clientèle immigrante. Ainsi, l'employeur, lorsqu'il va offrir des activités de formation à ses employés dont la clientèle immigrante, ben il va pouvoir comptabiliser aussi ces dépenses-là à titre de frais de formation, autant le salaire de l'employé, comme je disais tantôt en formation, comme de l'employé qui offre la formation, par exemple, à l'immigrant. Et puis, ça va lui permettre de remplir ses obligations par rapport à la loi. Alors là, ça, c'est la partie obligation de l'employeur, puis comptabiliser les dépenses. Mais qui est quand même un investissement, c'est pas une obligation. Effectivement, il faut le voir vraiment comme un investissement pour une entreprise. Par ailleurs, au gouvernement ou avec la Commission des partenaires du marché du travail et Emploi Québec, il existe des programmes d'aide financière. Je pense entre autres au programme qui est le soutien à la francisation des milieux de travail. Alors, les employeurs qui reçoivent une clientèle migrante peuvent faire bénéficier de sa clientèle, d'offrir des formations pour lui permettre de parfaire ses connaissances en français. Il y a un autre volet aussi chez nous qui est un volet qui s'appelle le soutien aux promoteurs collectifs. Alors, dans le cadre de ce programme-là de soutien aux promoteurs collectifs pour le développement de la main-d'œuvre, il y a des projets qui peuvent être présentés. Par exemple, pour l'aide aux entreprises d'une région en particulier. Puis ces projets-là, ils devraient viser à favoriser soit l'intégration ou le maintien en emploi de la main-d'œuvre immigrante. Et donc, si on est intéressé à avoir plus de renseignements, plus d'informations aussi sur, vous avez dit, le soutien aux promoteurs collectifs, est-ce qu'on peut aller sur le site ou qu'on peut se renseigner davantage? Il y a deux sites importants où on peut trouver de l'information. Alors, il y a le site d'Emploi Québec où on va effectivement trouver des liens vers les différents programmes d'aide financière. Puis, je vous dirais que la porte d'accès, que ce soit pour une entreprise, c'est Emploi Québec, via les conseillers en entreprise qui sont partout présents à travers la province, puis évidemment dans la région de Montréal. Il y a aussi le site de la Commission des partenaires du marché du travail, où là, vous allez voir les différents volets et les différentes mesures, puis les critères d'application, évidemment, de chacun des programmes d'aide financière. Parfait, merci. Alors, pour continuer justement dans la même lignée de la loi sur les compétences, on va regarder un témoignage vidéo de M. Charles River, qui, en fait, lui, offre de la formation en entreprise. Et donc, on va regarder le témoignage vidéo et on vous revient tout de suite. Charles
Charles River, c'est une entreprise qui opère dans le domaine préclinique. Donc, en fait, nous, on est mandaté par les compagnies pharmaceutiques pour tester la toxicité des médicaments. Alors, on a à peu près 1250 employés sur le site. Puis, je vous dirais qu'il y a à peu près 30% de notre population qui est issue de l'immigration, vraiment à travers partout dans le monde. Alors, pour former nos employés, on a plusieurs types de dispositifs. Ça peut être tout d'abord la formation à l'interne. On a reçu pas mal de formations ici à Charles River, des refresh, je considère comme des refresh, puisque j'ai de l'expérience, mais il y a pas mal de gens qui ont reçu une formation adaptée pour chaque personne. Et il complète qu'est-ce qu'il a besoin comme information ou des qualifications pour faire le travail convenablement, de haute qualité. Quelqu'un qui commence dans le secteur technique, c'est sûr que la première semaine, il va être en orientation. On va lui montrer toutes les procédures, les bonnes pratiques de laboratoire pour l'entreprise. Après ça, on l'envoie dans une formation pour sa division. Donc à ce moment-là, encore une fois, c'est une formation générale d'à peu près 3 semaines qu'il va faire avec les formateurs de la division. Puis finalement, pour une période de 3 mois, le technicien en tant que tel va être formé vraiment spécifiquement sur l'emploi qu'il doit faire. Donc quand on a des gens issus de l'immigration, c'est un plus parce que ça nous permet de standardiser les principes pour des gens qui n'auraient pas pu aller à l'école ici au Québec. Dans la formation, il vous donne comment travailler en collaboration avec votre collègue ou votre supérieur, comment donner l'information précise. On a aussi un professeur qui vient sur place à l'heure du dîner enseigner des cours de français, des cours d'anglais pour les employés qui désirent améliorer leur langue. Fait que c'est vraiment ça. On a aussi la possibilité pour nos employés d'aller chercher de la formation à l'externe. Tu peux, à n'importe quel moment, avoir l'information. Tu demandes à ton supérieur, à ton superviseur ou au formateur, on est toujours en formation. Ils peuvent aller chercher des séminaires, des formations en ligne pour un peu améliorer le bagage qu'ils ont déjà. Les avantages pour l'entreprise d'offrir cette formation, je pense que c'est d'avoir des employés valorisés, c'est d'avoir des employés qui sont motivés au travail. Pour nous aussi, c'est un avantage parce que c'est sûr que ça va permettre aux employés d'évoluer dans le temps. Si vous voulez continuer d'évoluer dans des grades, moi, je suis diplômé universitaire de premier cycle terminé. J'ai la possibilité de faire des études plus supérieures, comme maîtrise, certificat ou PhD. Il offre ça. C'est un investissement, surtout, plus qu'une dépense pour une entreprise. C'est sûr que nous, avoir des gens plus motivés, ça donne des gens plus productifs, plus intéressés. Donc, ça donne une valeur ajoutée. Ça nous permet aussi d'être avant-gardistes sur le marché. Donc, on a un avantage concurrentiel par rapport à nos compétiteurs. Puis, c'est ça. Donc, c'est un investissement plus qu'une dépense pour nous. Et donc voilà, on vient de regarder le vidéo témoignage. On est de retour avec Madame Gagnon. Et donc, pour terminer le premier volet qui porte sur la loi sur les compétences, est-ce que vous avez un dernier mot pour nous, peut-être un conseil à nous donner? Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le témoignage de cette entreprise-là. Alors, je trouve que c'est un exemple éloquent d'une entreprise qui a intégré dans ses valeurs, dans ses pratiques d'affaires, la formation. Pour qui la formation, c'est un investissement. Alors, écoutez, comme Charles River, il y en a d'autres entreprises au Québec là, qui a intégré cette valeur-là dans ses pratiques d'affaires. Il y en a d'ailleurs plus de 5 000 chez nous qui ont demandé un certificat investissement compétences. Alors, c'est tout simplement un certificat qui est un engagement moral et volontaire là, des entreprises pour démontrer leur engagement envers la formation en entreprise. Alors, je vous invite, moi, à suivre le mouvement, à consulter par ailleurs. On a un site qui s'appelle Investissement compétences. Je crois qu'on va mettre les liens en ligne. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le voir, vous allez voir, il y a d'autres témoignages, il y a des trucs aussi pour les entreprises qui veulent faire de la gestion de la formation. Et puis, évidemment, on vous invite à demander votre certificat. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Alors, n'oubliez pas, c'est vraiment, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller soit sur Emploi Québec, mais également avec la Commission des partenaires du marché du travail. Et maintenant, c'est la période de questions. C'est à vous de poser des questions avec nous. Alors, je vais voir s'il y a des questions du public. Oui, alors première question. Madame Gagnon, est-ce qu'il existe une formation pour mieux comprendre justement cette loi qui semble quand même assez complexe peut-être? J'oserais pas dire qu'elle est complexe, mais il reste quand même plusieurs petits
modalités, critères d'application. Alors, ça peut être effectivement intéressant d'en savoir un peu plus pour être sûr qu'on se confirme puis qu'on a les bonnes pièces justificatives en entreprise. Mais justement, nos collègues d'Emploi Québec offrent à l'île de Montréal des sessions d'information de la loi sur les compétences dans le cadre, je crois, des Mardis du savoir. Alors, encore là, vous pouvez vous inscrire. Il va y avoir des sessions d'information en janvier ou en février 2014. Alors, je vous invite à y participer et à poser vos questions des personnes qui vont être là. Et ils vont être en mesure de vous apporter toutes les précisions pour que vous puissiez bien comprendre la loi. Merci. Alors, ça se conclut justement le premier volet qu'on vient de parler pour la reconnaissance et le développement des compétences. Et on va passer au deuxième volet. Et donc, on va passer, merci beaucoup, Madame Gagnon. Nous allons passer au deuxième volet qui est le programme d'apprentissage en milieu de travail, le PAMT. Alors, Madame Sylvie Leroux, qui est conseillère, responsable qualification professionnelle, direction du soutien aux opérations des mesures et services aux entreprises et direction régionale d'Emploi Québec de l'île de Montréal. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce programme, le PAMT? Le programme d'apprentissage en milieu de travail repose sur une stratégie d'apprentissage très bien connu, le compagnonnage. Alors, le compagnonnage, ce que c'est en fait une personne d'expérience qui pratique un métier depuis plusieurs années, transfère son savoir-faire, ses connaissances, ses compétences à un autre travailleur qui est peu expérimenté ou pas expérimenté, donc qui a le rôle finalement d'apprenti. Alors, cet apprentissage-là se fait tout en travaillant. Alors, c'est vraiment la pratique du métier. Lorsqu'on parle de programme d'apprentissage, l'objectif principal, c'est évidemment de développer et de reconnaître les compétences des travailleurs en les qualifiant, en les certifiant. Le programme d'apprentissage repose sur l'acquisition des compétences selon une norme professionnelle. Les normes professionnelles sont développées par les comités sectoriels de main-d'œuvre. Évidemment, ils sont aussi accompagnés dans le développement par des experts du métier. On retrouve dans une norme professionnelle les compétences, les compétences du métier qui doivent être développées. Alors, donc, ces normes-là, il y en a plusieurs normes. On a 70 normes à peu près au Québec et ça se développe là, assez régulièrement. Là, à chaque année, on en a de nouvelles. Et donc, Madame Leroux, vous avez parlé justement du PAMT, donc le programme d'apprentissage en milieu de travail. Si je suis une entreprise et je suis intéressée à mettre à pied justement un PAMT, quelles sont les démarches à suivre? Okay. Pour mettre en place un programme d'apprentissage, l'employeur doit communiquer avec son centre local d'emploi de sa région, entrer en contact avec les services aux entreprises, dont on a des gens qui travaillent, des agents responsables du programme d'apprentissage qui travaillent dans le service aux entreprises et vont rencontrer les employeurs qui désirent participer au programme d'apprentissage. Évidemment, l'employeur devra définir qui sera apprenti, compagnon. C'est certain qu'en participant au programme d'apprentissage, il s'engage donc dans une entente qu'on doit signer entre l'employeur, l'apprenti et le compagnon. Il s'engage aussi à avoir l'équipement, les conditions, le contexte là, nécessaire là, à un apprentissage dans un métier donné. Également, il y a une séance d'information qui est offerte au compagnon. Le compagnon, dans cette séance-là, il va recevoir un guide d'apprentissage qui va l'aider à bien comprendre son rôle pour débuter, son rôle, ses responsabilités en tant que compagnon, et aussi à planifier et à organiser l'apprentissage là, auprès de son apprenti. L'apprenti, lui, va recevoir un carnet d'apprentissage dans lequel va être indiqué l'ensemble des compétences de son métier qu'il aura lui aussi là, à mettre en application, qu'il va avoir à développer. C'est sûr que toute la maîtrise des compétences doit être faite par le compagnon. Alors, le compagnon va certifier à l'intérieur du carnet d'apprentissage la maîtrise des compétences. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, si je suis intéressée justement à mettre sur pied le PAMT, la première étape, ça serait d'aller voir le CLÉ, c'est ça, le Centre local d'emploi. Oui, c'est ça. Alors, je pourrais juste peut-être te donner une petite information, c'est qu'on a un indicateur de clé là, qui peut définir
en fonction de l'adresse de l'entreprise. Il pourra savoir à qui s'adresser, là, à laquelle clé s'adresser. Et ça, je peux aller sur Internet et je vais avoir toutes les informations. Oui, Parfait. absolument. Et aussi, quels sont les avantages à offrir un PAMT? Bien, les avantages, autant il y en a à l'employeur, aux compagnons qu'aux travailleurs. Hein. Alors, pour ce qui est de l'employeur, bien, lui, il profite d'une formation qui est déjà structurée puis qui se passe en milieu de travail. Oui. Il va utiliser aussi son personnel expert, qu'on peut dire, là, pour transmettre, là, s'assurer de bien transmettre les compétences du métier. Bon, il va devenir, c'est sûr, plus concurrentiel en améliorant là, la qualité là, de sa main-d'œuvre. Alors, il devient il y a une main-d'œuvre beaucoup plus là, prête, beaucoup plus c'est ça, qui va vraiment là, donner un bon rendement là, au niveau là, de l'ensemble des tâches à accomplir là, dans l'entreprise. L'employeur a aussi aura droit aussi à un crédit d'impôt très avantageux. Ça, c'est intéressant pour l'entreprise. Quant au travailleur, lui, bien, ça va de soi qu'il a acquérir une formation de qualité, tout en travaillant encore une fois. Il va recevoir son certificat de qualification professionnelle. Alors, on va vraiment reconnaître comme quoi il a maîtrisé l'ensemble de son métier, en fonction, évidemment, de la norme professionnelle. Quand vous parlez de travailleur, on parle bien de l'apprenti, celui qui est accompagné par le compagnon. Tout à fait, oui. Alors, l'apprenti travailleur, puis le compagnon, tant qu'au compagnon, lui, c'est sûr qu'il va valoriser son savoir-faire. Hein? Oui. Alors, puis il va s'assurer aussi, je dirais, de peut-être monter son niveau de notoriété là, à l'intérieur de l'entreprise. Alors, ça devient intéressant. Il devient crédible dans son secteur. Et j'imagine que ça peut développer aussi peut-être le sentiment d'appartenance aussi à l'entreprise. Absolument. Et ça sent fier et donc ça lui donne envie de donner aussi plus. Oui, absolument. Puis il va recevoir aussi un certificat de qualification au même titre que l'apprenti. Il reçoit là aussi cette reconnaissance-là. Oui. Et donc aussi pour peut-être aller plus loin dans l'analyse, qu'est-ce que vous en pensez aussi pour les personnes qui sont immigrantes, expérimentées, mais dans un métier normé? OK. Il existe aussi une autre stratégie là, qu'on appelle la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. On appelle ça RCMO. Là. Alors, en effet, cette stratégie-là, on dit que pour chaque norme professionnelle qui est développée, on se doit de mettre en place une stratégie de reconnaissance de compétences pour les personnes qui sont très expérimentées. OK? Alors, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'une personne qui possède beaucoup de connaissances dans son métier, qui a pratiqué beaucoup son métier, on peut reconnaître ces compétences-là. Lorsqu'on va dans une entreprise, puis les agents du programme d'apprentissage, s'ils réalisent que le travailleur a beaucoup d'expérience à ce moment-là, il va plutôt lui proposer de faire de la reconnaissance des compétences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme d'apprentissage, le PAMT, c'est du développement de compétences, tandis que la RCMO, c'est de la reconnaissance de compétences. Alors, les deux, la finalité, c'est le même. C'est un certificat de qualification professionnelle. Pour une personne qui est sans emploi et qui souhaite se faire reconnaître ses compétences, qui est très expérimentée, bien à ce moment-là, on a un service qui peut l'accompagner. Le service s'appelle certifié compétent. Certifié compétent va pouvoir préparer l'individu à monter un portfolio et être bien préparé pour pouvoir faire son évaluation. Le comité sectoriel qui, eux, ont développé les normes professionnelles, ce sont eux qui sont responsables de faire l'évaluation des travailleurs, que ce soit des travailleurs en emploi ou sans emploi. OK. Donc, dans cette section, en fait, Madame Leroux, vous avez parlé de la différence entre un PAMT, qui est réellement un développement de compétences, versus le RCMO, qui est la reconnaissance des compétences. Et aussi, vous avez parlé des travailleurs, en fait, qui sont sans emploi. Il y a un service, que vous avez parlé, qui s'appelle le certifié compétent. Oui. Et donc, pour avoir toutes ces informations, on peut aller sur le site, j'imagine, d'Emploi Québec pour se renseigner davantage. Absolument. Alors, vous allez trouver l'information, puis le site aussi de certifié compétent. Parfait. Aussi, quels sont les services qui sont offerts par Emploi Québec? Les services offerts à Emploi Québec dans le cadre du programme d'apprentissage, en fait, c'est que nous, on est responsable, on a une équipe dédiée, une équipe d'agents d'aide
aux entreprises qui, eux, vont faire la promotion du programme d'apprentissage auprès des entreprises, auprès des finissants aussi, en lien avec les métiers des normes professionnelles et aussi auprès des organismes. On fait la promotion, on signe les ententes, on offre une séance d'information de 3 heures auprès de notre compagnon. Le compagnon, évidemment, là, je ne sais pas si j'en ai glissé mot tantôt. Est-ce que je l'ai dit qu'il y avait une formation de compagnon là, de 3 heures? Non, vous l'avez pas dit. Vous avez dit en fait qu'il y avait compagnon et avec l'apprenti. Oui, OK. Non, mais c'est un élément important, c'est que il faut qu'on sache que l'entreprise est supportée dans le cadre de toute la planification de l'organisation du programme d'apprentissage par les agents du programme d'apprentissage. Alors, on fait des suivis en entreprise et on offre une formation de 3 heures aux compagnons pour pouvoir être vraiment là, solide là, pour pouvoir assumer son rôle. Là. Et pour s'assurer aussi qu'il fait bien son travail, qu'il comprend bien c'est quoi son rôle de compagnon. Oui. Et c'est bien de faire aussi le suivi pour voir aussi c'est quoi les résultats et pouvoir éventuellement aussi mieux répondre aux besoins futurs. Oui, effectivement. Et donc, voilà, nous avons parlé du PAMT avec Mme Leroux, qui sont offerts par Emploi Québec. Mais je tiens aussi à vous dire qu'il y a aussi des entreprises, en fait, qui ont parti leur propre PAMT. Et on va regarder justement un témoignage vidéo de Gaz Métro qui va parler de son programme d'apprentissage en milieu de travail. Gaz Métro, en fait, c'est le distributeur gazier le plus gros au Québec. En fait, on possède 97 de la distribution. On a 1300 employés. Notre siège social est à Montréal. On a 9 bureaux d'affaires. Et on est une entreprise régie par la Régie de l'énergie. Ce que nous, notre direction de la formation, on donne la formation technique externe, formation technique interne et la formation corporative non technique. Et c'était pour cette clientèle-là qu'on a décidé de mettre en place le programme d'apprentissage en milieu de travail. On se retrouvait en majorité du temps à donner des cours à 2-3 personnes, puisque la majorité de cette clientèle-là, c'est des employés de bureau, code blanc, et on n'engage pas des cohortes, exemple, de personnes à facturation ou un autre département quelconque. Donc, c'était pas efficace pour l'entreprise. Fait qu'on a essayé de regarder une autre approche pédagogique pour que ça soit plus efficace et que ça soit plus, ça réponde plus aux besoins, dans le fond, du client interne. Exemple, les employés, ce qu'on appelle les dessinateurs. C'est pas un gros groupe. Et naturellement, ils n'embauchent pas des dessinateurs à chaque année. On a mis en place, on a développé avec eux parce qu'on n'était pas des experts dans le domaine. On a fait des recherches, on a même engagé des consultants pour mettre en place ce PAMT-là. Et on a fait ça avec le client. Parce que naturellement, comme vous savez peut-être, c'est qu'avec un PAMT, c'est un programme d'apprentissage en milieu de travail, il faut que les gens soient présents. Parce que c'est le client à l'interne qui se trouve être l'expert technique. Au début, les gestionnaires étaient réticents parce qu'ils avaient l'impression ou la perception qu'on transférait la fonction formation à eux et ça incombait à eux de tout faire, le côté formation. Mais assez rapidement, ils se sont rendus compte que ça répondait encore mieux à leurs besoins parce que les contenus de cours étaient plus à jour, parce que c'est eux qui les mettaient à jour en fonction du travail que veut pas évolue dans le temps. Et deuxièmement, c'était la flexibilité. Parce dès qu'ils engageaient une personne, qu'ils embauchaient une personne, ils pouvaient être en mesure de tout de suite donner la formation à ces gens-là, puis qu'ils soient plus opérationnels rapidement, au lieu d'attendre qu'on ait assez un grand groupe pour débuter une formation de façon traditionnelle. Puis on est en train de... Là, ça devient populaire. Là, on se fait appeler. Contrairement au début, parce que les gens étaient plus réticents à dire, oui, on a entendu parler d'une nouvelle approche, on veut implanter ça nous autres ici, parce qu'on n'a pas beaucoup de gens, on veut mettre ça en place. On a une dizaine sur la table à dessin qui s'en viennent pour les... C'est assez long quand même à développer. Peut-être la prochaine année, un an et demi. J'aurais un petit commentaire concernant l'expérience de Gaz Métro. Je peux vous dire que dans le cas de Gaz Métro, ce que je comprends bien, c'est qu'ils n'ont pas pu mettre en place
en fonction d'une norme professionnelle, puisqu'elle n'existait pas dans le métier qui avait été ciblé dans l'entreprise. Alors, ils sont partis de ce qu'on connaît bien, le programme d'apprentissage, pour faire vraiment là, un processus là, bien structuré. Alors, ils sont partis là, en fonction là, du principe du compagnonnage. En fait, ce que je peux dire, ce que je pourrais rajouter, c'est que nous, Emploi Québec, on a les services aux entreprises, on est présent dans les entreprises, vous nous téléphonez si vous avez besoin d'un coup de main, que ce soit pour pouvoir faire de l'entraînement à la tâche ou quoi que ce soit. On peut être présent pour vous aider, vous supporter. Oui. Alors, ça serait important là, de communiquer avec nous. Le même principe que pour nos agents du programme d'apprentissage par l'entremise là, des services aux entreprises dans les clés. Vous pouvez avoir nos services. Parfait. Merci beaucoup, Mme Leroux. Donc, vous avez bien entendu, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours joindre Mme Leroux ou par Emploi Québec. Et donc, ça conclut le deuxième volet. Et nous allons commencer avec le troisième volet sur la reconnaissance. Oh, c'est vrai, les questions. Parfait. Alors, Monsieur Fortier, on va attendre 2 petites minutes. C'est la période de questions, oui, effectivement, pour le PAMT. Alors, on a une question du public. On a une question de Laura sur le clavardage qui nous demande qu'est-ce que reçoit le travailleur pour chaque compétence maîtrisée dans le cas où il ou elle ne maîtrise pas toutes les compétences. OK. Alors, en effet, lorsqu'on a une norme professionnelle, on définit les compétences dans une norme professionnelle et les compétences à développer. Lorsqu'on a passé à travers l'ensemble des compétences, on reçoit un certificat de qualification professionnelle. Dans le cas où on ne peut pas passer dans l'ensemble des compétences, mais seulement quelques compétences de la norme, à ce moment-là, on reçoit une attestation de compétences. Attestation. Alors, on le reconnaît, mais ça prend l'ensemble des compétences atteintes pour recevoir un certificat. Mais les gens reçoivent une attestation, ils sont bien heureux de la recevoir. Merci. Est-ce que nous avons une autre question du public? Oui, OK. Une dernière petite question. Oui. Qui est la personne qui effectue les évaluations de la RCMO? Vous avez parlé de la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Oui. Alors, ce sont les comités sectoriels. Ce sont les comités sectoriels qui ont mis en place un processus de reconnaissance. Alors, ça peut être sous forme c'est la pratique du métier. Hein? Alors, ça peut être sous forme de laboratoire, ça peut être en contexte. Il faut que ça soit vraiment en contexte là, de travail pour pouvoir être capable d'évaluer l'individu pour s'assurer qu'il y a bien l'ensemble des compétences là, de la norme professionnelle. Alors, ce sont les comités sectoriels qui le font. Parfait, merci beaucoup. Et donc, vous voyez la période de questions. Bon, on a plusieurs d'autres questions. Comme on a peu de temps, vous pouvez toujours écrire vos questions à la fin dans le sondage de satisfaction en ligne. Et nous allons vous revenir avec les questions et les réponses des panélistes. Alors voilà pour le deuxième volet. Merci, Madame Leroux. Nous allons passer au troisième volet, qui est, bonjour, Monsieur Guy Fortier. Alors, nous allons parler du programme de reconnaissance des acquis et des compétences, l'ARAC. Monsieur Guy Fortier, il est le directeur général de Compétences Montréal. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'ARAC? Mais essentiellement, c'est un processus d'évaluation qui permet de faire reconnaître ses acquis et ses compétences. Donc, on a pu acquérir sur le marché du travail ou qu'on a pu acquérir par ses expériences personnelles, mais c'est évalué, si vous voulez, en fonction d'un programme d'études. Donc, ça peut être un programme d'études professionnelles, ce qu'on appelle au secondaire l'accès au diplôme d'études professionnelles, ou au niveau collégial, soit attestation d'études collégiales ou diplôme d'études collégiales. Donc, essentiellement, c'est un processus d'évaluation qui est offert à des personnes qui ont acquis de l'expérience sur le marché du travail ou de façon autonome par Internet ou autrement, et qui veulent avoir un diplôme officiel du ministère de l'Éducation. Oui, et ensuite, pour ce processus d'évaluation-là, elle s'adresse principalement à qui? Bien, essentiellement, ça s'adresse à tout adulte résident du Québec. Là, on se comprend, c'est un programme, comme c'est gouvernemental,
il y a peu de frais qui sont demandés. Donc, il faut être résident du Québec. Ça s'adresse à des personnes immigrantes aussi, ou en fait, toutes personnes qui ont acquis des expériences, qui ont ces compétences-là, qui ont été acquises ici ou à l'étranger, n'a pas d'importance. Donc, c'est vraiment de l'évaluation de compétences qui est fait en fonction, dans le fond, de standards ou de normes qui sont édictées dans un programme d'études québécois, là, édicté par le ministère de l'Éducation. Parfait. Et ensuite, si je suis justement une entreprise et je suis intéressée à implanter justement la RAC, quelles sont les différentes démarches que je dois suivre? Bien, d'abord, si on est du point de vue d'une entreprise, la reconnaissance des acquis et des compétences, ça peut être assimilé à un processus, si vous voulez, de développement professionnel ou de développement organisationnel. Donc, je donne des exemples d'entreprises qui répondent à des appels d'offres. Ils ont besoin d'avoir, au niveau de leur appel, de la proposition qu'ils vont faire, d'avoir des personnes qui sont, si vous voulez, diplômées. Alors, quand on met dans notre offre de service, par exemple, tant de diplômes au niveau collégial, tant de diplômes au niveau secondaire et tout ça, on peut charger des coûts, dans le fond, qui sont associés. Alors, il faut vraiment que ça réponde à un besoin à l'interne. On a des entreprises qui ont des besoins de dotation. Alors, quand on a du personnel en dotation et on exige pour avoir un certain poste, un diplôme d'études collégiales ou une attestation d'études collégiales, bien, si on a du personnel à l'intérieur de notre entreprise qui pourrait prétendre faire ce travail-là de façon intéressante et qui ont l'expérience, qui ont les compétences pour le faire, mais qui n'ont pas le diplôme recherché, puis on est obligé de les exclure, bien là, ce processus-là devient intéressant pour l'entreprise, vous comprenez? Oui. Alors, il faut vraiment que ça réponde à un besoin au niveau de l'organisation. Et là, on a toutes sortes d'exemples actuellement de travail, par exemple, dans le milieu de la santé ou dans d'autres milieux industriels à Montréal, qui, dans le fond, fait en sorte qu'on va s'adresser en proposant un processus de reconnaissance des acquis à une problématique particulière au niveau de l'entreprise. Et souvent, c'est des problèmes de dotation, c'est des problèmes d'attraction aussi. On veut attirer chez nous une main-d'œuvre qui est compétente, qui est qualifiée. Donc, on va leur offrir un soutien pour faire reconnaître ses acquis, faire reconnaître ses compétences. Donc, ça devient, pour certaines entreprises aussi, un outil intéressant pour attirer de la main-d'œuvre et aussi un outil intéressant pour retenir les personnes à l'intérieur de notre organisation. Sinon, ben, si ils ont la chance de partir ailleurs, faire reconnaître un peu ce qu'ils ont, ben, ça devient un incitatif plus important pour des entreprises d'offrir un processus comme celui-là. Oui. Et est-ce que c'est très long à mettre en marge? Est-ce que ça dure combien de temps, en fait? Bien, évidemment, il y a des barèmes un petit peu dans tout ça. Ça peut être très long si on parle d'un diplôme d'études collégiales qui comporte 42 compétences. Il faut comprendre que c'est un processus d'évaluation. Chacune des compétences est évaluée et c'est vraiment de l'évaluation qui se passe, qui se rapproche le plus possible là, du réel, donc du milieu du travail et tout ça. Donc, si on parle, par exemple, d'une moyenne, on pourrait dire d'1 mois par compétence. Donc, c'est une durée, c'est pas du temps complet. Si on parle dans les collèges actuellement sur Montréal, on évalue une compétence à l'intérieur d'un exercice, d'une situation. Ça peut prendre un 3 heures, un 5 heures, un soir, un samedi, en dehors des heures du travail. Et par la suite, s'il y a des parties de compétences qui n'ont pas été maîtrisées par la personne, ben on va offrir des petits séminaires, on va offrir des activités d'appoint pour permettre aux gens d'aller chercher seulement ce qui manque. Donc ça, c'est aussi une démarche qui est à temps partiel, qui peut prendre quelques heures à l'intérieur d'un mois. Mais règle générale, à l'intérieur d'un mois, on va passer à travers une compétence. Donc, si on a un programme d'attestation d'études collégiales d'une durée qui comporte, je sais pas, 7 ou 8 compétences, on va pouvoir penser qu'en 7-8 mois, la personne va obtenir son diplôme en fonction du programme d'études.
Oui. Et donc, Monsieur Fortier, vous avez parlé justement du programme de la reconnaissance des acquis et des compétences, donc la RAC, que c'est réellement un processus d'évaluation pour reconnaître aussi les compétences des gens à travers leurs expériences de travail, de vie. Et ça s'adresse principalement donc aux adultes résidents du Québec, collégiales aussi. Et ça peut prendre justement, comme vous avez dit, à peu près en moyenne, là, évidemment, 1 mois par compétence pour recevoir le certificat. Et donc, c'est un certificat, il faut dire un diplôme. Un parce diplôme, que là, on parle okay. on parle vraiment de diplôme. Un diplôme d'études collégiales, c'est le même diplôme qui est émis par quelqu'un qui a passé à travers cette démarche-là, obtient exactement le même diplôme que quelqu'un qui a suivi le diplôme d'études collégiales au complet. Il faut comprendre, il n'y a pas de différence. C'est c'est les mêmes compétences qui sont évaluées et le résultat est le même au bout du compte. Et, ça, je pense que c'est important là, de le mentionner. Et pour avoir plus d'informations aussi, on peut se renseigner à Compétences Montréal? Compétences Montréal est une organisation jusqu'ici qui regroupait 12 collèges à Montréal, donc qui sert un peu de porte d'entrée pour des gens qui ont des besoins ou des organisations qui ont des besoins. Mais il y a des changements actuellement en cours qui sont en train de se passer. Compétences Montréal cesse ses activités d'ici quelques semaines et il y a une nouvelle organisation qui se met en place qui s'appelle Qualification Montréal avec un mandat plus large qui va regrouper les commissions scolaires, donc au niveau des programmes d'études professionnelles, les collèges, Emploi Québec et un ensemble des partenaires de Montréal, dans le fond, pour faciliter l'accès à cette mesure-là qui s'appelle la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, il va falloir suivre à partir de janvier la mise en place de cette nouvelle organisation-là qui va s'appeler Qualification Montréal. Qualification Montréal. Oui. OK. Et donc, vous offrez aussi d'autres services à Compétences Montréal, comme des conseils, accompagnements. Est-ce que vous offrez d'autres services aussi? Essentiellement, les services qui sont offerts, évidemment, ce sont du conseil et de l'accompagnement pour des personnes ou des organisations qui ont des besoins de reconnaissance des acquis des compétences. On fait un travail d'information pour expliquer ce que c'est comme démarche, parce que c'est pas évident pour tout le monde de bien comprendre comment ça fonctionne, le temps requis, etc. Donc, on fait beaucoup d'informations, de promotion, et on va développer des offres de services aussi spécifiques pour répondre à certaines problématiques dans des milieux. Donc, on a des offres de services pour répondre à des besoins de certaines entreprises ou des offres de services. Donc, on va coordonner, dans le fond, la réponse à des besoins en mettant autour de la table, je sais pas, 2 ou 3 collèges qui ont des offres complémentaires et puis qui vont pouvoir, de cette façon-là, satisfaire un certain nombre de besoins dans différents domaines. Parce que chacun a son offre de service, chacun a ses spécialités et nous, dans le fond, on peut facilement coordonner un peu la réponse, dans le fond, qu'on va donner à différents besoins. Donc, on va faire les liens avec les bailleurs de fonds, travailler avec Emploi Québec, travailler avec l'Agence de la santé, travailler avec d'autres partenaires, dans le fond, pour essayer d'établir cette concertation-là dans le milieu. Et vous parlez aussi de collèges. Quels sont les collèges qui offrent la RAC en technologie de l'information? Si on parle de technologie de l'information, essentiellement, sur Montréal, on va parler du Cégep de Saint-Laurent, par exemple, qui va offrir des activités qui touchent la gestion des applications en technologie de l'information. Donc, Cégep de Saint-Laurent est actif depuis longtemps dans ce domaine-là et a développé l'instrumentation qu'il faut pour évaluer, parce que c'est quand même un travail en soi de faire cette évaluation-là. Le Cégep de Maisonneuve aussi, qui offre des services de reconnaissance des acquis, de diagnostic par rapport à des besoins ou de diagnostic par rapport à la situation de personnes immigrantes, dans le fond, en relation avec des programmes d'études. Mais on parle de programmes de niveau collégial. C'est sûr qu'on aimerait bien que les universités embarquent dans le même, un petit peu dans la même approche, mais c'est pas encore arrivé. Et il y a aussi le collège John Abbott pour les anglophones qui offre une belle panoplie d'activités aussi en reconnaissance des acquis et des compétences pour sa clientèle. Donc, essentiellement, dans le domaine des TI, ce sont les 3 collèges qui ont des offres de services actuellement sur Montréal. Parfait, merci Monsieur Fortier. Alors, nous allons continuer avec le témoignage vidéo de Axio Solutions et nous avons rencontré aussi la responsable de la formation et elle nous raconte en fait son expérience de la RAC et ça va venir aussi appuyer les propos de Monsieur Fortier. Alors, on est de retour dans quelques minutes.
Axéo Solutions, c'est une entreprise en technologie de l'information qui existe depuis plus de 25 ans. C'est une entreprise qui se spécialise au niveau de l'édition, du développement, de la conception et l'intégration de logiciels et de plateformes ERP. Nous, en formation, c'est important de travailler en partenariat avec les différents organismes qui travaillent avec nous. Alors, on est impliqué beaucoup avec Emploi Québec, la Commission des partenaires du marché du travail, Compétences Montréal, les services aux entreprises, des établissements d'enseignement reconnu, notre comité sectoriel en technologie de l'information, les associations qui travaillent en technologie de l'information. Alors, je vous dirais que la RAC, c'est un moyen pour favoriser le développement des compétences de nos gens. Et je vous dirais aussi que ça correspondait aux valeurs de notre entreprise. On a regardé initialement avec tous les conseillers ressources humaines, on a regardé quels étaient les employés qui étaient principalement ciblés dans ce processus et on a vu que le poste, principalement les analystes en informatique, intégrateurs informatiques, tout le monde au développement informatique, tous les gens qui travaillaient au niveau des logiciels étaient les personnes principalement ciblées. On a regardé les candidats, les CV, les profils que l'on avait en fonction de leur, la gestion de leurs compétences et le plan de développement de chaque employé. Alors, comment ça a été? On a fait des démarches avec le Cégep, on a communiqué avec le Cégep, on a rencontré la personne responsable de la RAC, on a fait une présentation à tous nos employés. On avait 20 employés qui étaient intéressés par la reconnaissance des acquis des compétences. Sur les 20, on n'en a eu qu'un élu. Alors, cet employé-là, il l'a trouvé, premièrement, ça faisait 6 ans que l'employé était pour Axéo Solutions. Et il arrivait du Maroc. Il a regardé, présenté son profil d'expérience, son profil d'études scolaires. Et ils ont vraiment, avec le Cégep, ils ont vraiment fait l'analyse de ce qu'il avait au niveau des acquis professionnels, des acquis d'études et son expérience. Alors, il a trouvé pour lui, c'était vraiment une très bonne opportunité de faire le lien entre ce qu'il avait acquis dans son pays antérieurement et ce qu'il maintenant pouvait offrir de ses compétences pour la compagnie Axéo Solutions. Une telle démarche, je vous dirais, qui a pris, pour l'analyse de son dossier, ça a pris peut-être quelques mois, 2-3 mois, et je vous dirais que par la suite, on lui a attribué une personne ressource au Cégep et en fonction des besoins spécifiques, on est allé à l'analyse et l'évaluation de ses compétences et pour aller développer de nouvelles compétences aussi en fonction des exigences du programme d'analyse programmeur. Et voilà, donc vous voyez bien, ça a été vraiment très positif pour Axéo Solutions. La responsable de la formation, elle a parlé justement de son employé du Maroc et qui a fait valoir justement toutes les compétences qu'il a appris au Maroc. Et pour terminer sur ce témoignage-là, est-ce que Monsieur Fortier, vous avez un dernier mot pour nous? En fait, on voit tout le temps que la difficulté principale, soit pour un employeur ou pour des intervenants, c'est avec quelles lunettes on évalue la compétence. Et là, on peut se développer des normes professionnelles, on a tout le temps besoin d'un référentiel pour le faire. Dans le cas de la reconnaissance des acquis des compétences, le référentiel, c'est un programme d'études. C'est un programme d'études qui a été développé souvent par compétence, la plupart du temps, qui a été développé avec le soutien, l'aide de l'industrie et tout ça, et c'est un référentiel qui est actualisé. Donc, c'est un référentiel de compétences qui est utilisé ici au Québec, dans lequel les gens se reconnaissent et tout ça. Alors, quand les gens passent à travers un processus d'évaluation à l'intérieur d'un tel référentiel, bien, ça sécurise un peu tout le monde. Peu importe que tu viennes de l'étranger, d'un pays, tout ça, tu actualises tes connaissances, tu actualises ton potentiel et tu le compares à un référentiel qui est utilisé ici. Alors, c'est un processus qui est tout à fait naturel, je dirais, qui est tout à fait aidant pour les personnes et aussi pour l'entreprise qui va utiliser ces services-là. Donc, je pense que ça ressort un peu dans le projet qu'on vient de voir. Oui. Alors, merci, Monsieur Fortier. Ça conclut, en fait, le 3e volet sur le programme des reconnaissances des acquis et des compétences. On passe à la section des questions et j'ai plusieurs questions du public ici. Alors, la première question, est-ce que les horaires des cours sont à l'extérieur des horaires de travail? Oui, je dirais, la première chose, je dirais, horaire de cours, là, faut s'enlever ça de la tête. On veut pas être dans une approche, disons, institutionnelle, académique, traditionnelle, là. On est dans une approche qui est beaucoup plus personnalisée, qui est beaucoup plus
plus adapté à l'individu. Donc, on va bâtir un horaire d'activité, que ce soit des activités d'évaluation. Donc, ça, c'est important. Ça commence toujours par une évaluation. Et ça, il faut que ça se fasse à des moments où la personne est éligible, a des disponibilités pour le faire. Donc, souvent, ça peut être en soirée, un samedi, ou si la personne est disponible, le faire en semaine. Souvent, donc, on va offrir un calendrier comme ça d'activités d'évaluation. Et par la suite, il y a des petites activités d'appoint. La personne doit compléter ses notions, ses apprentissages. Mais là, on va lui offrir soit un coaching, du mentorat, ça peut se faire à distance, ça peut se faire à l'intérieur de cours déjà à l'horaire, mais la plupart du temps, on essaie de sortir de ça pour offrir vraiment des activités d'appoint qui vont permettre à la personne d'aller compléter ce qui... Alors, ça peut être un atelier de 3 heures dans la semaine qui t'est proposé entre 5 et 8 à tel endroit dans la semaine. Et là, tu as un conseiller ou une personne ressource qui est disponible qui va t'accompagner pour développer, mettre à jour ta compétence. Et ça peut se faire. La plupart du temps, ce sont des activités qui sont offertes à des personnes qui sont en emploi et qui sont pas à temps complet puis qui sont pas des étudiants à temps complet. Là. On s'adresse à des travailleurs ou des personnes qui veulent travailler, donc il faut que ce soit adapté à cette réalité-là. Oui, merci beaucoup. Alors oui, on a bien compris qu'en fait, c'est vraiment des services qui sont très personnalisés. Et donc, ça conclut la webconférence sur la reconnaissance et le développement des compétences des professionnels qui sont formés à l'étranger. Nous avons eu 3 volets. J'aimerais remercier les 3 panélistes qui ont été ici avec nous et qui ont très bien répondu aux questions. Ils connaissaient bien le sujet. Monsieur Guy Fortier, Madame Sylvie Leroux et Madame Ginette Gagnon. J'aimerais remercier aussi à tous ceux qui ont participé au témoignage vidéo, ainsi que les employeurs. J'aimerais remercier aussi, effectivement, à vous d'avoir été là, d'avoir posé des questions avec nous et d'avoir écouté jusqu'à la fin la webconférence. Je vous invite également à prendre note des services d'Emploi Nexus, le service conseil d'Emploi Nexus, qui est une table d'experts. C'est vraiment une approche interactive et qui va vous permettre de trouver des solutions qui sont personnalisées, qui vont répondre à vos besoins par rapport aux problématiques, aux défis que vous rencontrez par rapport à l'embauche et l'intégration des immigrants. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site emploinexus.com. Et également, je vous inviterai à répondre au sondage de satisfaction en ligne. Ça nous permettrait de bien comprendre aussi le besoin que vous avez besoin peut-être pour un futur webconférence. Et comme je vous l'ai dit tantôt, si vous avez d'autres questions, écrivez-nous et nous allons revenir avec une réponse de nos 3 panélistes. Et donc, c'est la fin de la 2e webconférence et au nom de l'équipe d'Emploi Nexus, également de Technocompétences et de Réseau Action TI. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes. Merci beaucoup et à la prochaine.